Alors, Monsieur Olivier Roy, bonjour. Bonjour. Je vais tout d'abord vous interroger sur, non pas le djihadisme, mais le concept de radicalité. Quelle différence fondamentale vous trouvez entre un jeune qui part faire le djihad et un jeune Français qui part dans le Rojava kurde, par exemple, se battre contre eux? Quelle différence fondamentale y a-t-il entre les deux qui se battent? Eh ben, la différence fondamentale aux yeux, bien entendu, des autres, c'est-à-dire du public, c'est que celui qui va chez Daesh le fait pour des raisons religieuses, alors que celui qui va chez les Kurdes le fait pour des raisons diverses qui peuvent aller de la défense des droits de l'homme à l'aventure, tout simplement. Donc, celui qui va chez les Kurdes, ça ne sera pas interprété comme fanatisme, ne serait-ce que parce qu'il dit qu'il lutte contre le fanatisme. Et on voit très très bien que le débat sur la radicalité, aujourd'hui, suppose que le vrai radicalisme dans l'action, c'est-à-dire le terrorisme ou le djihadisme, soit une conséquence d'une radicalisation religieuse préalable. Et il y a donc cette idée-là que toute radicalisation religieuse est le prémisse d'une radicalisation politique ou terroriste. Ce qui pose un énorme problème. À deux niveaux. Un, ça veut dire que les racines du terrorisme, du radicalisme terroriste sont essentiellement religieuses. Et deux, que le radicalisme religieux est mauvais et dangereux et qu'il conduit à la mort. Le problème, c'est comment on définit un radicalisme religieux. Qu'est-ce que c'est qu'un radicalisme théologique? Et bon, je vais prendre deux exemples. Si vous prenez les fondateurs de la Réforme, Calvin et Luther, ce sont des radicaux en théologie, puisqu'il n'y a que la foi qui sauve, et dans le fond, le salut vient de la volonté de Dieu, point. C'est-à-dire, il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de modération, c'est tout ou rien, extrêmement radical. Or, beaucoup de gens considéraient que le protestantisme, c'est bien. Le protestantisme, ça a donné la démocratie, ça a permis la modernité, l'émancipation de la femme, etc. Oui, d'accord, mais ce n'était pas tellement l'objectif de ses fondateurs. Le deuxième point, c'est que la radicalité de la pratique religieuse apparaît aussi comme un prémisse de la radicalisation terroriste. Bon. Donc par exemple, prier 5 fois par jour est considéré comme un signe de radicalisation. Et c'est officiel. Les professeurs qui sont invités à noter les risques de radicalisation chez leurs élèves ont ça dans leurs instructions. Vérifier si l'enfant se met à prier. Dans ce cas-là, c'est très dangereux. Les fiches de police, par exemple, pour les bagagistes de Roissy, pour qu'ils obtiennent leur carte de sécurité, leur badge de sécurité, on note la pratique religieuse. Donc celui qui déclare prier 5 fois par jour, aller à la mosquée tous les vendredis et faire le jeûne du ramadan, il n'aura jamais son badge de sécurité. Ce qui pose un problème, parce que ça a deux conséquences. Un, ça indique dans le fond quel est le regard aujourd'hui qu'on pose sur le religieux. Le religieux est vu soit comme bizarre, soit comme fanatique. Le religieux est vu comme n'appartenant plus à notre culture. Alors c'est très vrai en France, mais on trouve ça, je dirais, c'est une tendance maintenant de plus en plus générale. La pratique religieuse doit être cachée. On doit avoir la pudeur de sa religion, alors qu'on peut exhiber ses choix sexuels, par exemple. C'est quand même un renversement sur 50 ans qui est assez inattendu. Et l'autre conséquence, qui pour moi est encore plus pernicieuse, c'est qu'on détache complètement le religieux du culturel. On est un culturel profondément sécularisé, donc qui, dans le fond, accepte le religieux sous la forme folklorique, la crèche qu'on mettra à l'école ou des choses comme ça, mais n'accepte plus le religieux sous sa forme de foi. Et inversement, du coup, le croyant se retrouve rejeté de l'espace public. Et du coup, la croyance est donnée aux radicaux. C'est-à-dire que les radicaux ont un discours qui est beaucoup plus compréhensible par rapport aux religieux. Ils disent de toute façon, ce monde séculier ne veut pas de nous. Donc il ne faut pas faire de compromis avec le sécularisme. Il faut aller jusqu'au bout. Et pour certains, effectivement, le jusqu'au bout, ça peut être l'attentat suicide. Et comment expliquer ça dans le contexte libanais, à l'heure où le système communautaire laisse encore une place à la religion et à son expression? Mais justement, on peut avoir donc une forte pratique religieuse au Liban, une visibilité de la pratique religieuse qui n'apparaît pas comme bizarre. Parce qu'elle est inscrite, je ne dirais pas tellement dans la culture libanaise que dans la sociabilité libanaise. Ce qu'on appelle le communautarisme a aussi de bons avantages, puisque le communautarisme est une forme de socialisation.
Ce qui fait que, par exemple, la militarisation reste quelque chose qui se fait dans un cadre social. La milice a une fonction d'intégration sociale. Elle vous rattache, non pas à la société en général, mais à une communauté. Et tant que la milice garde, disons, cette forme de sociabilité, eh bien, effectivement, on n'a pas de terroristes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de jeunes qui, ou beaucoup moins qu'ailleurs, qui vont se faire sauter en Syrie, par exemple, y compris chez les sunnites, ce qui est un peu le paradoxe. On s'aperçoit que les pays qui fournissent le plus grand nombre de djihadistes par rapport à la population musulmane vivant sur leur territoire, c'est la Belgique et le Kosovo, suivi de pas très loin par la Tunisie. Mais sans arriver à l'attentat suicide, comment justement, par rapport au thème de ce colloque Parole de Dieu et violence des hommes, comment désamorcer la logique de violence? Est-ce que ça ne passe pas par la fin des milices ou... La logique de... la milice reste dans un cadre politique. Et la gestion de la milice doit être une gestion politique qui viserait effectivement à la disparition des milices. Bon, on n'y est pas pour demain. Mais les milices s'inscrivent dans un paysage géostratégique. Le Hezbollah, par exemple, la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc ils ont une vision politique des choses. Et tant qu'on a une vision politique des choses, il y a un espace de négociation. On peut négocier d'abord les modalités de la guerre, les territoires, les zones d'influence, les formes étatiques, etc. Ce qui fait que malgré tout, les tentatives de labelliser le Hezbollah comme terroriste, qui sont, on le sait, extrêmement puissantes aux États-Unis en particulier, eh bien le Hezbollah a toujours été considéré comme un interlocuteur politique, parce qu'il est un interlocuteur politique, point. Tandis que les groupes comme Daesh, Al-Qaïda, etc., il n'y a pas de passage politique. Leur action a un impact évidemment sur la vie politique, très très forte, et sur la géostratégie, puisque le 11 septembre a entraîné l'intervention militaire américaine en Irak qui a bouleversé la géostratégie du Moyen-Orient. Mais ce ne sont pas des organisations politiques, on ne peut pas négocier avec Daesh. Daesh ne dit pas « je voudrais un État arabe sunnite avec la charia qui serait entre l'Euphrate et le Tigre ». S'ils avaient dit ça, il y aurait énormément de politiciens occidentaux qui auraient dit « bah oui, négocions hein, », comme on négocie avec les talibans. Mais Daesh dit « je veux rétablir le califat du Maroc jusqu'à l'Indus ». Alors là, évidemment, il n'y a plus aucun espace de négociation. Donc je dirais que tout dépend si les acteurs se rentrent dans un jeu politique, géostratégique, et dans ces cas-là, oui, il y a un espace de discussion, ou bien s'inscrivent dans une vision métapolitique et qui devient à la fin totalement apocalyptique, dans le cas de Daesh, puisque l'idéal de Daesh ne peut pas être réalisé. Pourtant, même pour d'autres acteurs dont vous avez dit qu'ils ont une stratégie politique, le Hezbollah, il y a un discours presque irréconciliable au niveau sur le plan religieux. Par exemple, le cheikh chiite Qassem, numéro 2 du Hezbollah, a écrit dans son manifeste l'Occident, du fait du fondement de sa pensée, sacralise la vie matérielle à l'inverse de nous. Croyez-vous, enfin ça a l'air terriblement proche de la théorie du choc des civilisations, croyez-vous en ces paroles ou que non, c'est un discours de façade et qu'il n'y a pas que cette pensée-là chez les acteurs Alors évidemment, il n'y a pas que cette pensée-là, bien sûr. Hein. Mais ça n'est pas qu'un discours de façade, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, effectivement, l'Occident d'aujourd'hui, il n'a pas dit le christianisme. Hein. C'est ça qui est très important. On n'est pas ici dans un clash des religions. On est dans un clash de culture, et la culture, c'est la culture occidentale moderne. Or, la culture occidentale moderne n'est plus chrétienne depuis les années 60. Depuis l'encyclopédie Humanae Vitae, donc de 1968, tous les papes répètent effectivement que la culture contemporaine occidentale est une négation de l'évangile. Énormément de chrétiens, protestants et catholiques peuvent adhérer à cette condamnation de la culture occidentale moderne. C'est vrai. Mais du coup, l'idée sous-jacente, et là qui est à mon avis contestable, si vous voulez, ça marche pour l'Occident, c'est-à-dire que la religion s'est séparée de la culture, et la religion se reconstruit en dehors de la culture dominante, donc ça crée des tensions. Mais ça voudrait dire qu'en Orient, c'est pas le cas. Hein, si on écoute le Cher, en Orient, ça serait pas le cas, et la culture et la religion iraient ensemble. Eh bien non. Moi je dis la sécularisation, elle est à l'œuvre en Orient. Et on le voit sous des formes très très différentes. On le voit d'abord par l'apparition d'un radicalisme islamique iconoclaste. C'est-à-dire qui détruit la mémoire du passé. Ce que n'a jamais fait ni le Hezbollah ni la révolution islamique d'Iran. Mais Daesh détruit Palmyre. On détruit la mémoire.
Et pas seulement la mémoire non musulmane, hein, on détruit aussi les tombes, les mosquées anciennes, etc. Il y a une guerre contre la culture menée par Daesh et par une partie des salafis. Je dirais même qu'on voit comme en Arabie Saoudite, sans aucune option terroriste évidemment, on a détruit la Mecque et Médina pour les remplacer par un Las Vegas plus la charia. C'est-à-dire une sociabilité, un urbanisme qui sont complètement occidentaux, sur laquelle on impose la charia. Point. Donc la crise de la culture, elle est à l'œuvre au Moyen-Orient. Elle est moins forte en Iran parce que justement, c'est ça qui fait la grande force du clergé chiite, c'est que c'est un clergé d'abord, plus structuré, plus formé, et qui n'ont jamais renoncé à la littérature et à la philosophie. C'est-à-dire le débat sur la philosophie qu'il peut y avoir par exemple chez les salafis n'existe pas en Iran. Il était réglé, et Khomeini était le premier à dire non, on garde la philosophie. En Iran comme nation ou chiite comme communauté? Alors du coup, c'est un impact sur le chiisme comme communauté. Parce que, je dirais, l'extension de ce qu'on pourrait appeler l'impérialisme iranien, c'est traduit par une iranisation du chiisme dans tout le Moyen-Orient. On le voit en Irak, qui d'ailleurs était le cœur historique du chiisme. On le voit au Yémen, on le voit en Syrie, et on le voit avec le Hezbollah. Alors ça date des années 80. Oui, cette iranisation du chiisme a empêché d'une certaine manière le clivage entre culture et religion, donc c'est très très positif, mais en même temps, il a coupé le chiisme d'une certaine culture arabe, où il a contribué à convaincre les salafis que la culture c'est mauvais. Donc il y a là également des éléments de division. Mais je crois que les processus, disons, de tension entre culture et religion sont à l'œuvre dans le monde arabe et s'expriment à travers le salafisme. Très bien. Dernière question, il y avait, alors plus particulièrement, oui, vous avez parlé en 1992, donc vous aviez prédit déjà l'échec de l'islam politique. Vous pensez finalement que malgré le processus actuel où des acteurs comme le Hezbollah ont l'air très forts politiquement, c'est voué à l'échec? Non, ce que j'ai dit, j'ai jamais dit que les islamistes échouaient politiquement. J'ai dit que c'est l'échec de l'islam politique comme idéologie, comme concept. Hein. C'est-à-dire, le Hezbollah n'est pas un État. On dit c'est un État dans l'État. Oui et non. Hein. Le Hezbollah, justement, a renoncé à établir un État islamique au Liban. Et le Hezbollah est une catégorie très, très curieuse sur le plan de la science politique, si je peux dire, parce que c'est un acteur militaro-politique à vocation régionale et à vocation locale dans les zones chiites du Liban. Mais le Hezbollah a très très vite renoncé à l'idée d'une république islamique. Donc c'est bien ce que j'appelle l'échec de l'islam politique. C'est l'idée qu'on va créer une république islamique qui assurerait la justice, etc. Ça ne marche pas. Ils le savent. Par contre, ils ont des objectifs qui sont complexes, qui sont entre autres la protection évidemment de la communauté chiite libanaise. Ça c'est l'héritage de siècles d'être en minorité. Ils considèrent que l'alliance avec l'Iran est essentielle à cette sécurité, et donc ils acceptent de rentrer avec l'Iran dans un jeu, disons, de remodelage stratégique du Moyen-Orient. Donc en ce sens-là, ce sont des acteurs profondément politiques. Ici, au Liban, quand on parle avec les acteurs chrétiens, beaucoup disent que, à l'inverse de ce que vous dépeignez, en Occident, nous sommes trop, comment dire, pas gentils, mais condescendants envers l'islam, sans voir la menace qu'il représente. Or, en France, justement, vous l'avez dit, plusieurs mesures tendent à prouver le contraire. Limitation du voile dans l'espace public. Quelle est l'explication de cet avis chrétien qu'il y a au Liban, que nous sommes trop condescendants vis-à-vis des musulmans en France? Alors, d'abord, il y a un essentialisme qui est très fort, qui est l'idée que tout musulman reste musulman. Et que, par exemple, un jeune de banlieue en France qui boit de l'alcool, se drogue, vole des voitures et n'a jamais mis les pieds à la mosquée, eh bien, c'est un musulman. Hein. Il y a cette islamisation des émeutes de banlieue, qui est opérée aussi par des Français, hein, c'est pas une invention de chrétiens libanais, c'est en gros, si vous voulez, comme si on accusait
les jeunes noirs qui font des émeutes à la suite de problèmes avec la police aux États-Unis, d'être des marxistes ou des fondamentalistes, etc. C'est totalement absurde. On a un phénomène social très moderne, très contemporain, les émeutes de jeunes dans les quartiers destitués. Et ça, vous trouvez ça partout. Il se trouve que, en France en particulier, ces jeunes sont d'origine musulmane, très forte proportion. Et du coup, on dit, voilà, exemple de la menace islamique. Bon. On a le salafisme qui pousse les filles à se voiler, etc. Et on dit menace islamique. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ce n'est pas un islam conquérant. C'est au contraire un islam de la peur, un islam du repli. Les jeunes qui se convertissent à l'islam aujourd'hui sont des jeunes en rupture. On n'est plus dans la figure du musulman intellectuel et soufi des années 50, du français qui se convertissait pour des raisons plus littéraires et esthétiques, je dirais, que théologiques. Bon. Le salafisme occupe un espace vide, qui est l'espace de la désocialisation. Mais c'est pas lui qui a créé la désocialisation. Ils réussissent dans les banlieues parce qu'il y a un effet de désocialisation très très fort. Ils réussissent sur le plan des idées parce que justement, on a fait la chasse aux religions. Donc, on a fait la place à des religions radicales. Quant à cet islam conquérant dans le monde entier, je dirais, regardez un peu la carte. Enfin, l'islam est en pleine guerre civile, partout. La guerre de Syrie, quand même, une guerre extraordinaire. Parce que là, il n'y a même plus le prétexte de l'intervention occidentale européenne, qu'il y avait en Afghanistan, qu'il y avait en Irak, etc. Et là, je pense qu'Obama a bien raison de ne pas s'impliquer. On est dans la guerre civile. Toutes les rodomontades du président Erdogan sur l'influence de la Turquie, etc., la Turquie néo-ottomane, etc., vont de pair avec un rétrécissement du rayonnement de la Turquie aujourd'hui, et en particulier par rapport à la Syrie, où le grand meneur, c'est l'alliance entre la Russie et l'Iran. Et donc pour vous, la participation de tenants d'un islam traditionnel, qu'il s'agisse de la France ou même au Liban, au gouvernement n'est pas une menace. Si vous voulez, pour m'exprimer autrement, si vous avez des tenants de l'islam traditionnel ou conservateur au pouvoir, ils ne vont pas forcément changer les lois sur la laïcité ou des choses comme ça. Je rappellerai qu'en Tunisie, la constitution la plus laïque et la plus démocrate de tous les pays arabes a été votée par un parlement islamiste. C'est la seule constitution qui reconnaît la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de changer de religion, c'est-à-dire le droit pour un musulman de quitter l'islam. C'est quand même un parlement tenu par le parti Nahda qui a voté ça. Et qu'on ne dise pas que c'est sous la pression populaire ou c'est la menace occidentale. Bon. Ce que je vois, moi, c'est justement un formatage de cet islam traditionnel par la modernité et qui se fait dans un mélange de pression et de tension. On dit qu'il manque des penseurs réformateurs à l'islam. C'est pas qu'ils manquent, c'est qu'ils ne sont pas lus. Il y a plein de traités sur l'islam et la modernité. Vous avez Harkoun, la déconstruction, l'historicisation de la révélation, la critique des hadiths. Tous les instruments conceptuels qui permettraient de moderniser l'islam, ils sont là. Mais ils n'ont pas leur public sociologique. C'est-à-dire que les jeunes de seconde génération, en France, qui sont très déculturés, c'est pas la théologie qui les intéresse. C'est la revanche de leur situation sociale, c'est l'individualisation, c'est le succès, que ce soit un succès en argent ou un succès médiatique avec les aventures daéchiennes. Et là, on ne voit pas justement... les problèmes de l'islam sont liés à des questions très très concrètes. Il y a une crise du Moyen-Orient, c'est-à-dire que le nationalisme arabe, qui n'était pas islamique, mais qui a mené la décolonisation, a conduit à la catastrophe totale. Bon, voilà, nasserisme, abbasisme, qui sont dans les nostalgiques... ça, vous les trouvez partout, de Beyrouth à Paris-Sorbonne, surtout chez les intellos, qui me disent, au moins ils étaient laïcs. Bon, peut-être, mais le résultat, c'est quoi, Le printemps arabe s'est fait sans aucune référence islamique, mais il a été écrasé par une alliance des conservateurs, de tous bords, et sans que les Occidentaux se soient bougés. Et quant à l'Europe, le problème de l'Europe occidentale, c'est très simple. C'est que les musulmans sont issus d'une immigration de travail, c'est-à-dire de gens qui sont venus sans leurs élites. Bon. Alors maintenant, on voit apparaître les élites avec la troisième génération. Mais vous avez donc tout un peuple
de travailleur et maintenant de chômeur, qui doit bricoler son islam sans guidance, ou alors en faisant venir des mollahs plus ou moins conservateurs, marocains, etc., qui ne comprennent rien à la modernité. Aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème-là. Aux États-Unis, vous avez des classes moyennes musulmanes. Ce n'est pas les Mexicains qui sont musulmans. Et du coup, vous avez des intellectuels de haut niveau qui, effectivement, sont capables de faire bouger les choses. Mais ça va venir en Europe. Je suis convaincu que ça va venir. Simplement, c'est un problème générationnel. Merci beaucoup, monsieur Olivier Roy. Je vous en prie. Merci, c'était un plaisir.